Arkman07 me dit: pensez-vous que le style d'Alonso, ayant des principes élevés de jeu, va fonctionner avec la direction du Real, alors qu'auparavant tous les entraîneurs dogmatiques, Benitez, ont échoué, alors que les entraîneurs réputés pour leur management ont réussi, tel Ancelotti ou Zidane? Est-ce qu'on est sûr que Xabi Alonso n'est qu'un entraîneur dogmatique? Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a l'avantage de très bien connaître la maison, pour en avoir été un joueur éminent et très important. Donc je pense que il sait où il met les pieds, c'est important. Mais je pense que le recrutement d'un nouvel entraîneur n'est qu'une partie du problème du Real, parce qu'on l'a vu encore hier. Je suis désolé, hein, j'ai quasiment vu tous les matchs du Real cette saison. L'équipe est quasi nulle, quoi. C'est catastrophique. Je dirais presque, en raisonnant par l'absurde, que finir deuxième du championnat avec une équipe qui a joué un tel niveau de football, c'est presque une bonne performance. Défensivement, malgré le fait qu'ils aient un gardien extraordinaire, c'est catastrophique. Asensio, c'est un bon jeune qui débute, mais ça reste un jeune qui débute. Rudiger est cramé, Tchouaméni n'a rien à faire en défense centrale, Militao soigne son genou, Carvajal est blessé, Lucas Vazquez n'est pas un latéral droit, celui qui joue à gauche, c'est un tourniquet de prise unique, même quand c'est Mendy d'ailleurs, voilà. Et puis au milieu de terrain, Camavinga fait une saison très décevante, et puis bon bah voilà, et puis Ceballos, c'est pas un joueur qui est digne d'être titulaire au Real Madrid. Donc voilà, je veux dire, je sais bien qu'en France on ne voit les résultats du Real que par le prisme de Mbappé, parce que ça fait marrer les rageux, mais voilà, je veux dire, le match d'hier, on a eu l'éclatante démonstration de ce que je dis depuis des mois sur le Real, c'est-à-dire que bah voilà, Mbappé il a mis 3 buts, le Real a pris 4 en une mi-temps. Et le problème de cette équipe, il est avant tout défensif et au milieu, surtout qu'hier, je dirais que pour la première fois de la saison, Vinicius Junior a joué avec Mbappé et lui a filé 2 balles de but. Winter Joseph me dit: ne penses-tu pas qu'une qualif en Europa League serait plus adaptée pour le Racing? Vu la jeunesse de l'effectif et sa marge de progression, ça me semble être l'option idéale pour continuer à grandir, tout en ayant plus de chances d'aller plus loin dans la compète que la Ligue des Champions. Alors, vous remarquerez quelque chose, c'est que je n'ai jamais parlé, et je n'ai d'ailleurs jamais cru, à une qualification en Ligue des Champions pour le Racing Club de Strasbourg. D'abord pour moi, parce que Marseille et Monaco allaient de guerre là se finir aux 2e et 3e places, et que je pensais très sincèrement que Lille ou Lyon avaient plus d'atouts que le Racing pour finir à la 4e place. Et puis il faut se souvenir quand même que d'où vient le Racing. Comme je le disais dans la question d'ouverture de ce face à Pierrot, Rosenior est arrivé 15 jours avant la reprise du championnat avec un recrutement pas terminé. À un moment donné, quand il y a eu les 4 défaites consécutives au quart de l'automne, l'équipe elle était plutôt à se demander si elle allait jouer le maintien ou pas. Et puis là, finalement, si elle finit en Europa League, c'est un résultat exceptionnel pour une équipe qui, rappelons-le, a moins de 22 ans de moyenne d'âge. Il faut quand même être réaliste. Après, je pense effectivement que la barre Ligue des Champions aurait été un peu haute pour eux, surtout si Chelsea est également en Ligue des Champions, parce que ça voudra dire qu'il ne pourra pas y avoir d'échange possible entre les deux clubs, ce qui est déjà anticipé par les deux clubs, mais par exemple, il n'y aura pas de prêt possible, et bon, il y a des joueurs qui sont quand même extrêmement costauds à Chelsea, qui pourraient faire beaucoup de bien à Strasbourg, même en remplacement de Petrovic ou de Santos. Donc moi, je considère que Strasbourg en Europa League, c'est un super résultat, et qu'effectivement, plus ça aurait été trop. Alex Pedon me dit: alors qu'il avait fait bonne impression au LOSC, Fonseca a échoué au Milan et réalise 6 mois décevants à la tête de l'OL. Plus que son coup de sang, sa com et ses choix laissent perplexe. Que penses-tu de ce coach dont l'arrivée à l'OL se finira en échec sportif pour cette saison? Et je pense qu'on ne peut pas réellement quantifier l'influence que sa suspension a eu dans le rendement de l'équipe. Je pense que c'est un leurre de croire que ça n'avait aucune influence sur le jeu et de l'équipe. Je pense qu'avoir un entraîneur comme ça, coupé de son équipe, qui peut même pas intervenir dans le vestiaire avant le match et à la mi-temps, c'est extrêmement préjudiciable. On
on a quand même vu des entraîneurs qui corrigeaient énormément de choses à la mi-temps. Je pense que c'est quelque chose qui l'a énormément pénalisé. Après, c'est vrai qu'il y a des choix incompréhensibles, c'est-à-dire commencer le match pratiquement le plus important de la saison à Monaco avec Cherki et Mikotadze sur le banc, c'est absolument hallucinant. Puis surtout pour les faire rentrer aussi tard. Et puis il y a surtout un truc original, c'est que je ne vois pas en quoi Pierre Sage méritait d'être évincé de cette équipe de Lyon. Je pense que Pierre Sage faisait un super boulot et que la valeur ajoutée de Fonseca, finalement, on l'a jamais vu. Et c'est vrai qu'il a notamment la gestion. Bonjour. La gestion du match à Manchester, elle est catastrophique. Et là, en plus, pour le coup, là, il était sur le banc. C'est encore un choix ridicule de Textor qui, lui, pour le coup, a vraiment du sang sur les mains. François Bréhin me dit qu'Anguigui est lié au PSG jusqu'en 2028. Au vu de son rendement proche du néant et de son temps de jeu se réduisant désormais à jouer les matchs sans intérêt de fin de saison, penses-tu qu'un club de Ligue 1 devrait tenter de se le faire prêter? Et si oui, quel club selon toi? Je suis assez content d'avoir cette question puisque vous le savez, c'était devenu presque un gimmick. Moi, je l'appelais l'horrible Kanguingli. C'était vrai que c'est un joueur, comme je le dis souvent, quand je voyais les highlights sous son maillot espagnol, je voyais un mec qui driblait, qui faisait des trucs absolument incroyables. J'ai jamais vu faire un dribble, j'ai jamais vu passer un dribble depuis qu'il est à Paris. Donc j'ai beaucoup de mal. Je pense sincèrement que c'est pas un mauvais joueur. Je pense sincèrement que la barre est trop haute pour lui. Et quelque part, je dirais la même chose de Ramos. Alors les mecs me disent Ramos, t'as bien fait fermer ta gueule. Il a mis 3 buts à Montpellier. Bah oui. Tu vas jouer chez les zombies et les mecs déjà en vacances, effectivement, encore heureux que tu mets 3 buts, quoi. Je pense que c'est des joueurs qui seraient hyper performants dans des clubs, voilà, je veux dire, mais Ramos et Kanguingli à Rennes, par exemple, oui, là, je pense que tu vas avoir des super joueurs. Sauf que le PSG n'a pas ni les mêmes idées de jeu, ni la même philosophie de jeu, ni les mêmes ambitions. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui pourraient se faire prêter Kanguingli et qui, en plus, feraient une bonne affaire. Ragondin me dit, malgré un triplé de Mbappé, le Real s'est incliné encore une fois, navrant défensivement où Tchouaméni dépanne. Que faut-il changer dans cette équipe? On parle de l'arrivée d'Alexander-Arnold. Oui, mais Alexander-Arnold est surtout connu pour ses qualités de contre-attaquant. Je suis pas du tout certain que ce soit défensivement un renfort comme le Real en a grandement besoin. Je pense que si Carvajal revient à son meilleur niveau, je pense très rapidement que Carvajal jouera arrière droit ou peut-être même stopper, je ne sais pas, mais en tout cas Carvajal jouera. La question c'est que voilà, je veux dire, cette équipe, on le sait, elle a été décimée défensivement par les blessures de Militao et de Carvajal, plus celle de Mendy un petit peu plus tard, la retraite de Kroos, qui avait aussi un rôle éminent sur le plan défensif, et le fait que toutes ces absences n'aient absolument pas été anticipées, surtout celle de Kroos, qui a quand même pris sa retraite, hein, c'était pas une surprise, ça pose grandement question sur la gestion sportive du Real. Winter Joseph me dit, à la lutte pour la 4e place à part la lutte pour la 4e place et la course au barrage, il n'y a plus vraiment de suspense lors de la dernière journée. Vu les rebondissements des dernières semaines, c'est un peu dommage, non. Ah, mais c'est dommage, oui, on s'en fout que ce soit dommage, c'est la sanction du sport. Effectivement, les positions pourraient être figées depuis plusieurs semaines. Je veux dire, si Monaco et Marseille n'avaient pas eu des trous d'air incroyables il y a quelques semaines, la situation serait figée depuis bien plus longtemps que ça aussi en tête du classement. Et peut-être effectivement, pour le coup, il y aurait eu un suspense plus long pour le titre de champion. Encore une fois, là, c'est la sanction sportive. La question n'est même pas de savoir si c'est dommage ou pas, c'est comme ça. Fred Lichtel me dit, l'interruption du match ne fausse-t-elle pas l'intérêt principal d'un multiplex, tous les matchs au même moment, pour ne pas être influencé par les autres résultats? Oui et non. Non, parce que d'abord le match, il y avait un intérêt sportif absolu, quels que soient les résultats des autres équipes pour Le Havre et pour Marseille. Donc ça, le fait qu'il y ait eu 30 minutes de décalage sur la dernière demi-heure, c'est absolument pas un problème en soi. Le souci surtout, c'est qu'il y a eu des incidents. Je veux dire, le souci, c'est pas tellement ce décalage de 30 minutes. Donc ça, c'est quelque part, tu t'adaptes aussi. Il y aurait pu aussi y avoir un orage qui interrompe la rencontre ou du brouillard.
Brouillard en mai, ça commence à être un peu plus rare, même si au Havre, tout est possible. Le vrai problème de cette interruption, c'est les raisons de cette interruption, et encore une fois, des incidents entre supporters. D'un côté, les supporters ne cessent de réclamer plus de liberté, et à chaque fois qu'il y a un déplacement organisé à l'extérieur, il y a des merdes. Donc c'est un peu lassant tout ça, quoi. François Bréhin me dit: que penses-tu de Jérôme Brizard qui a été élu meilleur arbitre de la saison? J'en pense comme tous les autres trophées que ce sont les joueurs qui ont voté. Si les joueurs ont voté pour lui, c'est certainement parce qu'ils le trouvent sympa. J'ai pas réellement d'avis. Je l'ai croisé une fois, il me semble, à Lille. C'est vrai qu'il est plutôt sympa, mais les arbitres sont plutôt sympas d'ailleurs en général, sauf ceux qui me regardent de travers parce que je les ai allumés. Mais j'aurais pas voté pour lui, mais je ne vous dévoilerai pas le nom de l'arbitre pour qui j'aurais voté, puisque ce sera dans mon équipe A et mon équipe B la semaine prochaine. Alex Penon me dit: alors que la Ligue des Champions arrive à sa fin et que les demi-finales ont été de bonne facture, que penses-tu du niveau global du foot européen et de ses clubs majeurs? Beaucoup regrettent un niveau moins élevé que par le passé, en citant notamment les grands clubs italiens. Les grands clubs italiens, il y a l'Inter qui est en finale. De toute façon, par définition, il y a quand même de grandes chances qu'il n'y ait qu'un représentant d'un pays en finale. C'est assez rare, et c'est d'ailleurs pas forcément à souhaiter, qu'il y ait deux représentants d'un même pays en finale. Moi, j'ai plutôt trouvé qu'il y avait eu des très bons matchs en Ligue des Champions. Évidemment, le sommet offensif qu'a représenté Barcelone-Inter et Inter-Barcelone, c'est un joyau. C'est quasiment la plus grande demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. En termes de spectacle, de buts, de suspense, c'était magique. Et franchement, le PSG-Arsenal, c'était quand même des matchs solides. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais tu sais, il y a toujours les gens qui pensent que c'était mieux avant. Ça fait classe de toujours penser que c'était mieux avant. Geoffroy Collin me dit: vous étiez samedi à Angers, au-delà de son doublé, quel est l'impact dans le jeu de Le Paul, déterminant dans le maintien du SCO? Pensez-vous qu'il puisse prétendre à jouer dans un club de standing supérieur, par exemple Lens, en difficulté dans ce secteur de jeu? Il est chiant. Je pense que si on me demande de qualifier le niveau de Le Paul, je dirais chiant. Il est là, il s'enroule autour de son arrière central, il percute, il fait des faux appels, il est costaud, il est bon de la tête même s'il est petit. Son premier but, il cadre magnifiquement. Effectivement, il est pour beaucoup dans le maintien du LOSC. Et il est évident qu'avec les problèmes financiers importants, pour pas dire plus, du LOSC, il sera certainement vendu à la fin de la saison. Voilà, est-ce que Saïd Chaban ne va pas en demander trop d'argent? Effectivement, je pense que ce serait une super recrue pour un club comme Lens, tout à fait.